Et yo YouTube! Aujourd'hui, review de la presque parfaite Weisel OGM Cloud, que je trouve magnifique dans son rouge mat avec accent blanc, mais aussi de la Rapou VT9R, qui est dans un plastique noir translucide. Elle est aussi disponible en blanche et bleu ciel. Ce sont deux souris que vous pouvez retrouver chez la boutique chinoise McKeys, et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre ensemble dans une même vidéo. La VT9 est disponible à 60$ avec récepteur 4K inclus, et la Cloud à 99$ sans le récepteur 4K. On voit déjà qu'il y a un choix budget d'un côté, et un prix que je dirais de normal de l'autre. Et en effet, ces souris sont bien différentes, c'est pourquoi l'on va passer directement au cas par cas pour parler d'elles, ce n'est pas vraiment des souris que je peux vraiment comparer entre elles. Alors, on va commencer par parler de la OGM Cloud, qui dispose tout simplement de la même forme que la SteelSeries Sensei, c'est-à-dire que c'est une grosse souris très large et designée pour les joueurs de claw grip. En fait, sa bosse est située proche du centre, mais elle a cette immense rampe qui vient de redescendre graduellement et qui vient donc s'élargir de manière conséquente. Et donc, si je positionne ma main en claw, je ressens un confort extrême où je peux vraiment poser toute ma paume sur cette énorme rampe. J'ai une main de 18 cm de long sur 10 de large, et c'est une souris qui conviendrait surtout pour des mains moyennes comme ça, mais plutôt larges comme les miennes, mais surtout pour des plus grandes du coup. Comparé à une Lumzu Atlantis par exemple, la Cloud est plus large, et cette rampe s'étale en fait plus vers le bas de la souris, elle vient vraiment couvrir toute la paume jusqu'en bas, alors que la Atlantis elle est plus ronde, et va se caler plutôt dans le creux au milieu. Ensuite, c'est une forme qu'on dit être en diamant, car avec l'élargissement très important à l'arrière, ses côtés disposent d'une petite pointe qui vient se creuser juste devant elle. Cela permet d'y caler soit votre pouce ou encore votre petit doigt replié lors de cette prise en claw. Ce creux est présent jusqu'à la fin des boutons latéraux, là où la courbe vient se redresser et s'élargir légèrement de nouveau vers l'avant. Et finalement, les côtés sont légèrement biseautés, c'est-à-dire que le bas de la souris est plus fin que le haut, ce qui encore une fois peut aider à lock votre grip avec plus de facilité et la manipuler en claw. C'est cependant moins agressif que sur la Atlantis par contre. Franchement, si vous avez des grandes mains et que vous recherchez du confort et de la constance dans votre grip avec beaucoup de remplissage, je pense que cette souris devrait beaucoup vous plaire. D'ailleurs, niveau confort, le revêtement mat est également très agréable. Il est doux et agrippant, c'est l'un des meilleurs de ce qui se fait en tout cas. Il y a des grips rouges de fournis avec la souris, mais je trouve pas qu'ils sont nécessaires du tout personnellement. Il y a également un set de patins larges dans la boîte, car de base c'est 4 moyens qui sont posés, et je dirais que ces patins sont complètement ok, je n'ai pas senti le besoin en fait de les changer. Néanmoins, j'ai retiré le patin du centre, car il était en fait un peu plus haut que les autres, et cela donnait une glisse assez inconstante. C'est d'ailleurs déjà quelque chose que j'avais fait sur la précédente souris. Vu qu'on est sous la souris, vous voyez qu'il n'y a pas d'interrupteur on-off. Il faut en fait rester appuyé sur le bouton DPI à droite du capteur, et à gauche c'est celui pour le polling rate. Le capteur est donc le 3395, qui ne m'a pas posé de problème, c'est juste que dans mes tests il avait du mal à arriver à 4000 Hz, donc je l'ai principalement utilisé à 2000. Ça me permettait en plus d'économiser de la batterie. Le récepteur 4K est plutôt sympa, il a comme des néons RGB sur le dessous, vous avez donc juste à changer la couleur associée au polling rate que vous voulez pour avoir la couleur que vous voulez. Par contre, comme à chaque fois, je suis déçu qu'il n'y ait pas une option pour régler ce RGB pour qu'il indique le niveau de batterie restant, mais bon. Pour la qualité de fabrication, la souris fait très solide, mais on peut quand même ressentir que le plastique se plie légèrement, et cela donc si j'applique beaucoup plus de pression que prévu. Mais c'est complètement logique au vu de ses 57 grammes. C'est un excellent poids au vu de son gabarit large, elle a un bon ressenti en fait de légèreté. Il nous reste à parler des features principales pour cette souris. Les clics principaux sont équipés de Wano bleu à point rose et je les trouve bien implémentés. Ils sont pas trop légers et ils ont une bonne tactilité. Il y a un peu de pré-travel mais ça gêne pas du tout pour les spammer. La molette elle, je la décrirais comme moelleuse si ça a du sens. Les crans sont là mais assez discrets et plutôt légers et en plus elle est silencieuse. Le clic lui est plutôt moyen je dirais. Et parfois, en scrollant vers le haut, il m'arrive quand même de l'actionner, mais c'est pas vraiment un problème. Ce sera plutôt une question d'habitude pour mettre moins de force quand je le fais. Et finalement, j'ai gardé pour la fin le défaut de la souris, du moins pour moi, c'est-à-dire les boutons latéraux. Ils ont en fait énormément de pré- et post-travel et ils sonnent creux en écho dans toute la souris lors de leur activation. En fait, cela pourrait être une histoire de goût, mais si en fait vous spammez vraiment par exemple le bouton arrière, il se peut que vous fassiez un mouvement dans le vent, c'est-à-dire activer le clic une fois sur deux, car vous serez juste pris en fait dans le post-travel sans avoir en fait réactivé le switch. Ça ne gênera pas tout le monde selon ce que vous associez à vos boutons, mais pour moi c'est quelque chose qui doit être amélioré pour qu'elle soit à la limite de parfaite, tout simplement. Je vais vous passer maintenant son sound test, ainsi que celui de la Rapou VT9R, comme ça on enchaînera sur elle.
Parlons maintenant de cette souris pour qui je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Elle est assez spéciale avec des points positifs comme négatifs. On va d'abord parler des features principales vu que vous venez de les entendre. Les switches des clics principaux sont des home run mécaniques qu'on retrouve plus rarement maintenant, mais ils sont encore présents dans certaines souris comme la Ultralight X par exemple. Et ici je les trouve vraiment très bons. Ils sont légers avec presque pas de pré ou post-travel et ils sont extrêmement faciles à spammer. Niveau molette, je la qualifierais de normale en soi, le défilement est léger, l'écran qui se ressente et le clic est plutôt moyen. Et pour les latéraux, je les ai pas trouvés mauvais du tout, mais ils ne m'inspirent pas en fait trop confiance niveau durabilité. Si j'appuie sur les côtés de ces boutons, en fait je peux vraiment les faire s'incliner très facilement. Et j'ai même des sons de craquement en appuyant en fait un poil plus fort qu'habituellement. Et finalement, il y a 2 boutons sur le dessus que je trouve placés un peu loin, mais je n'utilise jamais donc voilà. Alors, comme je disais, elle coûte 60$ avec le récepteur 4K inclus. Et en fait, ce récepteur est le premier 4K que je vois qui n'est pas différent d'une clé USB normale. Ici, vous avez donc la rallonge USB qui a une lumière bleue qui indique qu'il est connecté, et il y a une autre LED sur le récepteur en lui-même qui va lui changer de couleur selon le niveau de batterie qu'il reste, ce qui est vraiment bien. Et pour info, la batterie dans cette souris est plutôt grosse, vu qu'elle a une capacité de 800 mAh, ce qui est donc très rare dans les souris légères de ces 2 dernières années, souvent c'est du 500 voire 300. Et cela donc lui permet de tanker le 4K sans problème. Elle fait 61 grammes, ce qui n'est pas trop lourd, bien qu'elle ait un gabarit moyen. Mais par contre, le poids de la batterie à l'arrière va un peu se ressentir tout de même dans son équilibre. Dans mes tests, elle est montée à 4K Hz sans problème, mais je sais pas si j'ai vraiment senti une vraie différence. L'implémentation doit pas être excellente du coup, mais bon, c'est un plus pour le prix. Elle est aussi utilisable en 8K en filaire. Le capteur utilisé est le Pixar 3398, c'est-à-dire un 3395 modifié. Et de ce que j'ai pu remarquer de différents, c'est que le LOD est réglable à 1 et 2 mm comme les autres, mais vous avez aussi ici le choix de choisir des valeurs entre les deux, ce qui est plutôt bien. Personnellement, moi je l'ai utilisé à 1,2 mm. Et si vous aimez les jolis logiciels, je trouve que celui de cette souris est plutôt propre. Il est cependant assez difficile à trouver, donc je vous mettrai son lien en description. Et pour finir, le récepteur peut être placé dans un espace sous la souris qui est aimanté. Passons maintenant sur l'aspect général de cette souris. De mon point de vue, même si j'aime le côté translucide du plastique, elle ressemble vraiment en fait à une souris gamer d'il y a 4-5 ans, et je la trouve donc un peu moche. Sa coque est un simple plastique lisse, et il semble en fait pas vraiment fragile, mais par contre, après ma première session, elle a commencé à craquer de partout, ce qui lui donne donc directement un aspect plus cheap qu'initialement. D'ailleurs, les patins de base sont du téflon noir que j'ai vite remplacé, les trouvant pas super. Et je pense qu'à ce niveau, c'est pas juste les patins, mais ils ont fait une erreur de design sur le pattern sous la souris avec ces petits rectangles. Cela en fait va accentuer énormément le ressenti de la surface du tapis. Il y a un set de patins en plus dans l'emballage et même des grippes, mais c'est probablement les pires que j'ai pu avoir avec une souris. Il me reste à parler de sa forme qui est originale. Elle est plutôt petite, mais quand même je dirais un poil plus grand que le gabarit d'une Atlantis Mini par exemple. Et sa bosse est plutôt plate, elle reste en fait quasiment au même niveau sur une grande partie de la souris. Je m'attendais aussi à avoir une souris pour claw grip avec les excroissances sur les côtés, mais en fait, ils sont vraiment vers l'arrière, et donc avec un fingertip relax, je ne sens pas en fait les creux qu'ils provoquent. Ce que je peux ressentir par contre, c'est la petite bosse présente en plein milieu du côté droit. En soi, il peut être un espèce d'espace de confort si vous tendez vos doigts sur le côté, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose de très pertinent. En soi, donc, elle peut être utilisée en palme avec des mains moyennes ou petites, mais sinon aussi en claw ou alors même en fingertip, ce que je trouve plutôt positif. J'ai personnellement bien performé avec, mais je doute en fait revenir jouer dessus un jour. Elle ne m'apporte rien de spécial en fait. Elle est plutôt safe, mais n'excelle pas vraiment dans un style de grip en particulier, c'est ce que je dirais. Donc voilà, je pensais recevoir une souris vraiment nulle, mais en soi ce n'est pas vraiment le cas. C'est juste qu'elle n'a rien de transcendant, je dirais, mais son prix est plutôt bas. On arrive sur la fin et je mettrai pas de badge de validation pour ces souris. Et c'est juste pour les boutons latéraux de la Cloud qu'elle ne l'aura pas malheureusement, car sinon elle aurait pu être excellente. Je remercie Mekis de m'avoir envoyé la VT9 et je remercie également la marque Wisol pour m'avoir envoyé la Cloud. Et bien sûr, j'ai été complètement libre de dire ce que je veux sur ces souris. J'ai un code promo qui est EFRAO5 pour 5% de réduction. Il ne me rapporte rien, mais c'est un petit plus pour vous si une de ces souris vous intéresse. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi rejoindre mon Discord si tu as des questions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.